Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Ambiance électrique ce matin au port autonome de Douala. Des centaines de dockers sont descendus dans la rue. Ils ont paralysé les activités à la place portuaire. Ces dockers dénoncent des conditions de travail difficiles et le non-versement de leurs cotisations sociales. C'est à coups de gaz lacrymogène, matraque ainsi qu'armes blanches que les forces de l'ordre ont réprimé cette manifestation. On fait le point dans ce journal. Les gestionnaires étatiques dans le viseur de la Cour suprême, la juridiction, pointe un doigt accusateur sur ses responsables pour l'irrégularité de la tenue des comptes et ces manquements ont été portés à l'attention des députés ce vendredi à l'Assemblée nationale. En posture d'invité de ce journal, une légende de la musique camerounaise et internationale, Manouf Dibango, en séjour au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Atmosphère tendue ce matin au port autonome de Douala. Des centaines de dockers ont une fois de plus monté au créneau pour exprimer leur ras-le-bol face aux conditions de travail difficiles et le non-versement de leurs cotisations sociales. Ils ont saisi l'occasion de la visite du ministre des Transports dans la ville de Douala pour exprimer leur mal-être. On fait le point dans ce reportage de Warren The 2, Julienne Berthe-Bissaï. C'est la débandade totale au port autonome de Douala. Des dockers qui fuient les forces de l'ordre, venus les disperser. Ces ouvriers sont remontés au créneau pour exprimer leur mécontentement. Nous réclamons le contrat du travail, nos droits personnels, mais un comme moi qui suis devant vous. Je n'ai pas de salaire en tant que technicien. Et pendant ce petit salaire qu'il me donne, il me coûte 42 000 francs de taxes. C'est normal. Il y a beaucoup là qui n'ont pas de salaire. Moi, je suis technicien au moins. Voici 27 ans, je n'ai pas de contrat de travail. La sécurité sociale, je n'ai pas. Je ne sais pas là où je vais. Même mes primes, on ne me donne pas. Même mon argent, on ne me donne pas. Je dois donc faire comment? Oh là là, Cameroun, mon pays. En grève depuis l'année dernière, ils n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Depuis un an que nous avions grévé le 12 mai 2017 et on avait tiré nos 11 points, nos 11 doléances. Et dans les 11 doléances là, nous avions demandé le contrat de travail qui fait foi à un salaire de base. Nous avions demandé le caissier 2, nous avions demandé le taux horaire de 2000, nous avions demandé aussi le remplacement de la première catégorie à la deuxième catégorie à la carte unique qui donne foi à la troisième catégorie. On a suggéré tout cela dans la convention que nous avions révisée. Il y avait aussi la prise en charge de nos familles, il y avait l'assurance maladie de nos familles, il y avait aussi le 13e mois, il y avait aussi l'élargissement des champs d'action. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien perçu. Ces tensions entre frondeurs et forces de maintien de l'ordre ont failli virer au pire. Un docker a été blessé et les impacts sont encore visibles sur le site. L'action des éléments de la police a permis de calmer les esprits surchauffés. Précisons que toutes les tentatives pour rencontrer les responsables du port autonome de Douala n'ont produit aucun résultat. C'est une affaire à suivre. Et toujours dans la ville de Douala, une soixantaine de familles aux abois. Elles ont assisté ce jour à la démolition de leur maison d'habitation au quartier Ngodi-Akwa, précisément au lieu dit derrière cimetière. Plusieurs familles sont désormais sans abri à cause d'une querelle foncière entre un plaignant qui a brandi un titre foncier et des occupants qui contestent. Ces derniers ont donc été déguerpis de force. Écoutons à présent cette réaction de l'une des victimes au micro de Warren The 2. Le propriétaire, le papa même qui avait ce terrain, avait logé les riverains qui sont là depuis des années et chaque maison payait 3 000 francs par mois. Voilà, 3 000 francs par mois et on vivait dans la monnaie, il n'y avait pas de problème. Mais quand le papa est décédé, son fils a pris les rênes, c'est lui qui a commencé à détruire et à chaque fois qu'il venait, si tu mets un locataire peut-être dans une chambre de dehors, il voulait toujours que le locataire paye aussi les 3 000 francs, comme toi-même qui es propriétaire de la maison, tu dois payer les 3 000 francs.
Bon, comme lui-même il a eu des problèmes, selon ce qu'on a dit, puisque lui-même on l'avait cassé un jour en plein midi. Et apparemment il a légué le titre foncier de ce terrain, il allait faire le prêt de 6 millions à un certain monsieur au nom de Samé. Et apparemment il a hypothéqué le titre foncier. Bon, ce problème est au tribunal, ça fait plus, je ne sais pas, ça fait 25 ans que c'est au tribunal. Il est bien vrai qu'on avait délibéré, mais on a encore fait un rappel pour qu'il y ait des dommages des gens. Les gens étaient pour de partir, mais ce n'est pas comme ça qu'on devait les gaspiller. Donc il devait venir et dire que bon, quand vous avez perdu, que chacun quitte tout doucement. Et venir brutalement comme ça pour détruire les gens, il n'y avait personne qui faisait le bras de fer, puisque tout le monde était déjà au courant qu'un jour, on devait partir. Il fut dernièrement, ça fait, si j'ai bonne mémoire, 6 mois aujourd'hui, qu'il est venu, chacun était, il y a plusieurs qui sont partis. Mais ce n'était pas de cette manière qu'il surgit un matin, il y a des grands-mères là, il y a des mamans malades. Il apporte un angèle comme tel pour détruire des gens et toutes ces familles. Il devait, comme il a gagné le procès, on ne refuse pas, comme il dit qu'il a gagné le procès, il devait leur dire, bon, je vous donne au plus tard, peut-être 2 semaines ou 3 semaines, pour que vous libérez l'endroit. Mais la façon qu'il a fait, c'est inhumain. Dans le reste de l'actualité, un peu plus de 236 millions de francs CFA collectés au titre du plan d'urgence en faveur des déplacés réfugiés de la crise anglophone. Le lancement de l'opération de collecte des fonds a eu lieu hier. À Yaoundé, les élites de la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun ont donné le temps. Un appel est lancé à l'endroit des âmes de bonne volonté. Emmanuel Diop et Guizoro. L'élan de solidarité envers le nord-ouest et le sud-ouest est en branle. Après l'annonce par le gouvernement d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour ces 2 régions, les vannes du donné pour autrui sont ouvertes. Une cérémonie de collecte de fonds vient d'avoir lieu à Yaoundé sous la houlette du Premier ministre et en présence de tout le gotha socio-administratif et politique de la capitale. This is also our struggle to continue to make our country one and indivisible, because we were created to be one country. As soon as the elites of the southwest and the northwest regions were informed of the President's decision to establish this emergency humanitarian plan for the northwest and southwest regions, we, the elites of the northwest and the southwest, spontaneously decided that we would begin something. Concernés au premier chef, les élites du nord-ouest et du sud-ouest se sont montrées à la hauteur de l'événement avec des contributions significatives à l'image de celle de Baba Dampulo à hauteur de 50 millions de francs CFA. Pour les autres, le Premier ministre a culminé à 4 millions de francs CFA alors que les ministres, directeurs généraux et hauts responsables devaient s'acquitter de 2 millions de francs CFA en moyenne. À côté de ces ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, d'autres personnalités du gouvernement et du Sérail ont également mis du leur dans cet élan de solidarité. Au total, les fonds collectés pour cette première opération coup de cœur pour le nord-ouest et le sud-ouest affichent au compteur plus de 230 millions de francs CFA. Une cagnotte qui vient s'ajouter aux 13 milliards prévus par le gouvernement pour le financement du plan d'assistance humanitaire d'urgence dédié à la crise anglophone. C'est un homme heureux que le ministre de l'administration territoriale s'est vu confier cette contribution. Et sur le théâtre de la crise anglophone, la tension n'est toujours pas retombée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, 2 régions en proie depuis 2 ans à une crise socio-politique. Un gendarme et un policier ont été assassinés ces 2 derniers jours à Moutenguene, dans le sud-ouest, et à Bamenda au nord-ouest. Ces assassinats sont attribués aux activistes de la sécession des régions anglophones. À l'issue de violents affrontements qui ont opposé hier et ce vendredi les rebelles et les forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense a annoncé la destruction d'une importante base terroriste dans le nord-ouest et les saisies des armes et munitions.
Devant les sénateurs ce vendredi, Joseph Betty Assomo fait le point de cette guerre contre les séparatistes. Selon le MINDEF, la situation se normalise progressivement dans les deux régions en crise. Il reconnaît que des poches de résistance subsistent dans certaines localités, mais il a indiqué que des mesures appropriées sont prises pour mettre définitivement hors d'état de nuire ces terroristes. Tout autre chose à présent, la Chambre des comptes épingle les structures étatiques au Cameroun. Il leur reprochait la production irrégulière des comptes. Révélation faite ce jour à l'Assemblée nationale lors du forum échange entre la Chambre des comptes et les députés. On fait le point dans ce reportage de Joël Essenga et de Marcelin Gansop. Du rapport d'activité 2016 de la Chambre des comptes de la Cour suprême, il ressort que la production des comptes pose quelques problèmes. Il y a certes du bon, mais surtout aussi du moins bon. Les comptes des comptables principaux du Trésor sont normalement produits et sont de bonne facture, tandis que les comptes des receveurs municipaux et les comptes des établissements publics administratifs sont produits à une faible quantité. Donc c'est pour nous une préoccupation essentielle. Ce sont ces difficultés que les membres de la Chambre des comptes ont partagé le temps d'une demi-journée avec les députés, membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Nous avons appris tout ce qui se passe sur le terrain et toutes les difficultés que les comptables et autres opérateurs économiques éprouvent pour nous transmettre les comptes. En tant que parlementaire, ça nous permet effectivement d'interroger le gouvernement sur un certain nombre de choses et ça nous éclaire effectivement sur le travail du gouvernement sur le terrain. Ça nous permet donc, le moment venu, quand on les rencontre, de leur poser ces questions et de leur demander de trouver des solutions. En espérant que les structures indexées vont rectifier le tir d'ici la publication du prochain rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Quand les comptes ne sont pas produits, c'est difficile pour nous de mesurer les activités de l'État. Donc je crois que c'est une préoccupation majeure qui mérite qu'on s'y arrête. C'est pour cela que l'une des suggestions qui a été faite, c'est d'éveiller l'attention des autorités de tutelle, qu'il s'agit de tutelle technique ou tutelle financière, sur la gestion et de ces établissements publics et de ces collectivités territoriales décentralisées, pour qu'on arrive à tout le mois à une production régulière des comptes. Cet exercice, qui se veut traditionnel, a déjà le mérite d'éclairer la lanterne des parlementaires sur des questions liées aux comptes publics. Notre rôle est de nous inspirer des analyses et recommandations de nos travaux pour améliorer le cadre législatif et réglementaire des finances publiques, mais tout aussi d'impulser l'amélioration des pratiques de gestion des fonds publics avec comme objectif une bonne gouvernance des finances publiques. Fin ce jour à Douala des travaux des experts de la SEMAC durant 3 jours. Ils ont évalué la mise en œuvre des réformes économiques de la sous-région Afrique centrale. La SEMAC qui a engagé d'ailleurs un bras de fer pour le rapatriement des recettes d'exportation confrontés à une grave crise économique. Ces pays de la sous-région peinent à reconstituer leurs réserves de change. Malgré l'existence d'une réglementation sous-régionale et très peu de multinationales se plient aux injonctions de la SEMAC. L'objectif était également de mettre en œuvre des édits de réforme et convier pour la première fois les dirigeants des compagnies pétrolières à une réunion interministérielle sous-régionale dans la perspective d'accélérer la reconstitution des réserves de change de la SEMAC. Écoutons à présent cette réaction du président de la commission de la SEMAC, le professeur Daniel Ona Ondo, au micro d'Equinox Télévision. Nous sommes là pour régler les problèmes. Je crois que la France ne s'est pas faite en un jour. Il en est de même pour les pays africains. On ne peut pas, par un claquement de baguette magique, faire en sorte que tout s'améliore d'un coup. Le principe est simple. Les compagnies sont tenues de rapatrier des recettes d'exportation. Conformément au règlement que nous avons édicté, même s'il y a libre convertibilité, libre transférabilité au niveau de la zone franc, elles sont libres. Elles doivent transférer les réserves. Ça nous arrangerait parce que ça permettrait de conforter les réserves de change dans la sous-région. Mais maintenant, vous savez que nous sommes des éducateurs. Il faut déjà passer le message. Nous sommes des éducateurs.
que les gens sachent qu'il y a une loi qui existe. Il faut qu'ils se conforment à cette loi. Nous avons déjà au niveau de la CEMAC, nous sommes en train de voir le problème des PPP, partenariat public-privé, donc qui permettrait de concilier, de ne pas seulement avoir que le secteur public, de concilier le public et le privé dans un cadre organisé. Donc c'est une piste qui est là. Nous faisons en sorte que les lois ne soient pas des lois qui empêchent aux entreprises de pouvoir s'implanter. Donc ce travail, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail de coup de baguette magique. Donc ce travail est en place et c'est dans l'intérêt de nos économies. La libre circulation a été actée par les chefs d'État à la conférence de N'Djamena. Donc elle est effective. Il y a eu un petit problème. Et je crois que c'est ça auquel vous faites allusion. Nous sommes en train d'y remédier. Je crois qu'il faut éviter d'invectiver les États. Ce sont ces États qui ont accepté la libre circulation. Je crois que c'est une des avancées considérables de l'intégration sous-régionale. Et effectivement, il y a encore des scories, il y a encore des petits problèmes. Quand vous allez sur la route, vous allez trouver ce que vous appelez ici les mange-mille qui continuent à harceler les commerçants. Je crois qu'il faut remédier. Là aussi, il faut éduquer les gens. Qu'un Camerounais ne soit pas mal vu au Gabon, qu'un Gabonais ne soit pas mal vu en République centrafricaine, qu'on s'accepte mutuellement. Il y a des pays qui ont déjà des passeports CEMAC. Nous faisons en sorte que tout le monde puisse disposer d'un passeport CEMAC. L'actualité sportive à présent, comment développer et rendre véritablement professionnel le football camerounais. La question préoccupe la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Le 12 mars dernier, la LFPC a signé un mémorandum d'entente avec la Liga Espagnola en vue de booster le professionnalisme au Cameroun. 3 mois après donc la signature, le mémorandum a été officiellement présenté au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé ce vendredi par la LFPC, le délégué de la Liga Espagnola au Cameroun. Écoutons à présent cette réaction de Xavier Morente Gracia, délégué de la Liga Espagnola au Cameroun. On est convaincu que la potentialité en termes de talent du Cameroun est énorme. On voit beaucoup d'opportunités de faire du football camerounais une grande référence en Afrique. Et la meilleure manière d'écouter nos fans et de vraiment partager avec eux une philosophie de football, c'est avec un accord avec la Ligue du Cameroun. On ne veut pas être vu comme une ligue qui se joue en Espagne. On veut être vu comme une ligue, comme un partenaire de développement du football camerounais. C'est notre objectif. Et on a eu la grande opportunité de signer un accord avec la Ligue du Cameroun qui cherche à partager nos connaissances, à partager nos savoir-faire, à partager, à être un livre ouvert de tout ce qu'on fait en Espagne. On ne vient pas ici cacher nos stratégies, non. On est ici pour vous aider au développement du football local. On veut que vous nous voyez comme un vrai partenaire. Et dans l'extrait qui va suivre, Pauline Thérèse Manguélé, secrétaire générale de la Ligue professionnelle de football, revient sur les domaines d'intervention de la Liga. Nous l'écoutons. La collaboration portera sur l'assistance de la Liga dans les domaines liés à l'audit, au contrôle de gestion des équipes, sur le plan marketing et sponsoring, sur le plan de la communication, sur le plan du développement des droits TV et retransmission en direct, sur la violence dans les stades, le recyclage des entraîneurs, le fair play éthique, le piratage des droits TV et images, les aspects liés à la discrimination. Il est bien entendu que dans ce contrat-là, chaque fois qu'il y aura des formations, des ateliers, la Ligue va participer sur le plan technique, la Ligue de football professionnel également. Et toujours en sport, Coupe du Monde Russie 2018, le Nigeria se relance dans la compétition après le faux pas face à la Croatie. Les Super Eagles ont réussi à s'imposer ce jour face à l'Islande sur le score de 2-0 et précisant que la prochaine sortie du Nigeria, ce sera contre l'Argentine.
Et je vous le disais en titre, en posture d'invité de ce journal, une légende de la musique camerounaise et même internationale, Manu Dibango, en séjour au Cameroun depuis quelques jours, invité majeur des festivités marquant 70 ans des brasseries du Cameroun. Le célèbre saxophoniste ne fait pas mystère de son engagement pour la réussite de la fête marquant le bel âge de la première entreprise citoyenne au Cameroun. Écoutons Manu Dibango dans un entretien mené avec notre reporter à Yaoundé, Gizogo. Bonsoir Manu Dibango. Bonsoir. Merci de répondre aux questions d'Equinox Télévision. Vous êtes au Cameroun dans le cadre des 70 ans de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Exact. Alors, la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun qui vous a choisi pour être la guest star de ces deux concerts qui ont lieu à Yaoundé le 22 juin et à Douala le 24 juin. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette invitation de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun? D'abord, le téléphone a sonné. Donc, ils m'ont choisi, mais il n'y a pas que moi, il y a Charlotte Dipanda et puis il y a d'autres artistes. L'idée, c'est de fêter 70 ans de présence des brasseries ici. Et donc, en même temps de parcourir musicalement toute cette époque-là. Donc, il y a les anciens comme moi, il y a les présents en ce moment avec Charlotte, et puis il y a les enfants pour demain, quoi. Donc il y a les trois étapes. Donc dans les anciens, j'ai été choisi d'abord parce que j'ai parrainé, si vous vous rappelez bien, j'ai parrainé le Music Star, la dernière édition. À partir de ça, on a décidé d'un commun accord de faire des actions de temps en temps parce que les brasseries ont quelque chose de plus, ils ont une valeur ajoutée. Ils ne font pas que vendre leurs produits, ils sont là aussi, leur volonté c'est d'aider la culture. C'est vrai que les gouvernements et tout ça ne peuvent pas toujours tout faire. Alors, il y a des sociétés qui sponsorisent le sport, puis il y en a d'autres qui choisissent de sponsoriser la musique. Alors, cela fait justement 28 ans que les brasseries du Cameroun accompagnent la culture camerounaise, notamment la musique. Quel est le regard que vous jetez sur cet accompagnement de la Société anonyme des brasseries du Cameroun? Mais forcément, je vis ça positivement, quoi, parce que on a besoin. Encore une fois, ceux qui gouvernent n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour accompagner. Il faut les accompagner aussi. Il y a des sociétés qui peuvent aider la culture. Ce n'est pas une concurrence, c'est quelque chose... c'est vraiment indispensable qu'il y ait des concours comme ça pour les jeunes, pour motiver aussi et pour susciter des talents nouveaux. Parce qu'on ne peut pas vivre que de son passé. Bon, eux-mêmes d'ailleurs, la bière qu'ils fabriquent aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'ils fabriquaient il y a 70 ans. Donc ils évoluent et la musique et la culture peut également évoluer. Nous souhaitons en qualité. Alors, vous êtes un peu à l'image des brasseries du Cameroun qui durent dans le paysage camerounais. Mais là, vous aussi, vous avez duré. Alors, qu'est-ce qui explique cette longévité de Manu Dibango? Il est à la limite unissable. Ah ben écoutez, je ne sais pas moi. Chacun a son karma dans la vie. Vous savez, il y a des grands talents qui s'en vont très vite. À 20 ans, il y a beaucoup d'artistes qui ont disparu. Moi, j'ai la chance que je me lève jusqu'à présent. Bon, ben, je continue, hein. Mais par contre, j'ai la passion de ça depuis longtemps et ma passion ne s'est pas émoussée avec le temps. Hein, je suis toujours curieux, je suis toujours heureux de partager la musique avec les gens et les autres. Donc, je parcours le monde parce que le téléphone sonne. Encore le jour, il ne sonnera plus. Mais il y a quand même les gènes de vie, Manu. Il y a les gènes de vie qui permettent qu'on puisse durer, comme c'est le cas pour vous. Ben oui, ben ces gènes-là, moi, je suis juste locataire. Je ne suis pas propriétaire. D'accord. Alors, on va quand même dire un mot sur la musique. C'est la fête de la musique. Oui, c'est vrai, le 21. Effectivement, le 21. Et quand même, Manu Dibango, une icône de la musique camerounaise, quel regard aujourd'hui sur cette musique? Non, mais c'est très drôle parce que la première édition de la fête de la musique, c'est Jacques Lang en France qui a initié ça. Il se trouve que j'étais parmi ceux qui avaient été choisis
pour jouer à la première fête de la musique. Hein, ça fait déjà des années. Oui. Et tout ça. Et puis, c'est un phénomène qui a mondialement marché, quoi. Et donc, j'ai jamais joué au Cameroun à la fête de la musique. Je joue d'ailleurs pas à la fête de la musique. Mais il y a suffisamment d'artistes pour ça. Mais c'est une bonne chose. Mais par contre, moi, je souhaite que la fête de la musique, ce soit tous les jours. Parce que les artistes, ils souffrent beaucoup chez nous. Il n'y a pas de structure. Vraiment. Et que les brasseries aident, c'est bien. Mais il y a un problème fondamental. Il n'y a pas de structure pour encadrer ces artistes-là qui mordent le diable par la queue, quand même. Il faut dire les choses. Nous avons des artistes ici. Les 3 quarts ont des postes trouvés. Bon, il faut les encadrer, à mon avis, beaucoup plus sérieusement, parce que l'art, quand même, dans un pays, c'est ça qui reste. Hein. Il faut le savoir, ça. On ne le sait pas toujours, parce qu'on fait beaucoup l'art au 1er degré, mais le 2e degré, on n'a pas envie d'y aller pour l'instant. Ça ne se voit pas. Hein. Ça se voit pas. Les jeunes gens, ils font leurs chansons, ça dure 3 mois. Il y en a un autre qui va. Donc, c'est la musique Kleenex. Nous, on a besoin d'avoir non pas seulement la musique Kleenex, mais la musique qui dure. On a besoin d'avoir les Beethoven, les Bach, les Duke Ellington ici. Ça se fabrique. Voilà. Alors, un dernier mot, Manu Dibango. L'actualité de Manu Dibango, c'est quoi? Pas d'album en chantier ou alors c'est seulement beaucoup de concerts? Des projets quand même pour l'année prochaine. Mais les albums, qu'ils achètent déjà ceux qui existent. Hein. Il y en a pas mal. J'ai des projets et je tourne beaucoup. Il y a 3-4 semaines, j'étais au Kenya, j'étais en Ouganda. J'étais en Allemagne la semaine dernière. En fait, je tourne. Toujours l'histoire du téléphone. Donc, cette fois-ci, les brasseries ont voulu que je vienne avec mon orchestre. Donc, parce que d'habitude, je viens, je joue avec les gars et tout ça. C'est pas mal non plus. De temps en temps, quand même, il faut que les gens aient la chance gratuitement, parce qu'en plus, c'est un concert gratuit, d'écouter Manu dans son ensemble. La même chose qu'il joue ailleurs, qu'il puisse le jouer ici. Merci beaucoup, Manu Dibango, pour toutes ces explications et merci d'avoir fait honneur à Equinox Télévision en répondant à nos questions. Thank you, sir. Thank you. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À suivre dans un court instant votre magazine Tendance économique. Passez donc d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Le MINDEF, la situation se normalise progressivement dans les 2 régions en crise. Il reconnaît que des poches de résistance subsistent dans certaines localités, mais il a indiqué que des mesures appropriées sont prises pour mettre définitivement hors d'état de nuire ces terroristes. Tout autre chose à présent, la Chambre des comptes épingle les structures étatiques au Cameroun. Il leur reprochait la production irrégulière des comptes. Révélation faite ce jour à l'Assemblée nationale lors du forum échange entre la Chambre des comptes et les députés. On fait le point dans ce reportage de Joël Essenga et de Marcelin Gansop. Du rapport d'activité 2016 de la Chambre des comptes de la Cour suprême, il ressort que la production des comptes pose quelques problèmes. Il y a certes du bon, mais surtout aussi du moins bon. Les comptes des comptables principaux du Trésor sont normalement produits et sont de bonne facture, tandis que les comptes des receveurs municipaux et les comptes des établissements publics administratifs sont produits à une faible quantité. Donc c'est pour nous une préoccupation essentielle. Ce sont ces difficultés que les membres de la Chambre des comptes ont partagé le temps d'une demi-journée avec les députés, membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Nous avons appris tout ce qui se passe sur le terrain et toutes les difficultés que les comptables et autres opérateurs économiques éprouvent
pour nous transmettre les comptes. En tant que parlementaire, ça nous permet effectivement d'interroger le gouvernement sur un certain nombre de choses et ça nous éclaire effectivement sur le travail du gouvernement sur le terrain. Ça nous permet donc, le moment venu, quand on les rencontre, de leur poser ces questions et de leur demander de trouver des solutions. En espérant que les structures indexées vont rectifier le tir d'ici la publication du prochain rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Quand les comptes ne sont pas produits, c'est difficile pour nous de mesurer les activités de l'État. Donc je crois que c'est une préoccupation majeure qui mérite qu'on s'y arrête. C'est pour cela que l'une des suggestions qui a été faite, c'est d'éveiller l'attention des autorités de tutelle, qu'il s'agit de tutelle technique ou tutelle financière, sur la gestion et de ces établissements publics et de ces collectivités territoriales décentralisées, pour qu'on arrive à tout le mois à une production régulière des comptes. Cet exercice, qui se veut traditionnel, a déjà le mérite d'éclairer la lanterne des parlementaires sur des questions liées aux comptes publics. Notre rôle est de nous inspirer des analyses et recommandations de nos travaux pour améliorer le cadre législatif et réglementaire des finances publiques, mais tout aussi d'impulser l'amélioration des pratiques de gestion des fonds publics avec comme objectif une bonne gouvernance des finances publiques. Fin ce jour à Douala des travaux des experts de la SEMAC durant 3 jours. Ils ont évalué la mise en œuvre des réformes économiques de la sous-région Afrique centrale. La SEMAC qui est engagée qui a engagé d'ailleurs un bras de fer pour le rapatriement des recettes des... Dans le reste de l'actualité, un peu plus de 236 millions de francs CFA collectés au titre du plan d'urgence en faveur des déplacés réfugiés de la crise anglophone. Le lancement de l'opération de collecte des fonds a eu lieu hier. À Yaoundé, les élites de la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun ont donné le temps. Un appel est lancé à l'endroit des âmes de bonne volonté. Emmanuel Diop et Guizoro. L'élan de solidarité envers le nord-ouest et le sud-ouest est en branle. Après l'annonce par le gouvernement d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour ces deux régions, les vannes du donné pour autrui sont ouvertes. Une cérémonie de collecte de fonds vient d'avoir lieu à Yaoundé sous la houlette du Premier ministre et en présence de tout le gotha socio-administratif et politique de la capitale. This is also our struggle to continue to make our country one and indivisible, because we were created to be one country. As soon as the elites of the southwest and the northwest regions were informed of the president's decision to establish this emergency humanitarian plan for the northwest and southwest regions, we, the elites of the northwest and the southwest, spontaneously decided that we would begin something. Concernés au premier chef, les élites du nord-ouest et du sud-ouest se sont montrées à la hauteur de l'événement avec des contributions significatives à l'image de celle de Baba Dampulo à hauteur de 50 millions de francs CFA. Pour les autres, le Premier ministre a culminé à 4 millions de francs CFA alors que les ministres, directeurs généraux et hauts responsables devaient s'acquitter de 2 millions de francs CFA en moyenne. À côté de ces ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, d'autres personnalités du gouvernement et du Sérail ont également mis du leur dans cet élan de solidarité. Au total, les fonds collectés pour cette première opération coup de cœur pour le nord-ouest et le sud-ouest affichent au compteur plus de 230 millions de francs CFA. Une cagnotte qui vient s'ajouter aux 13 milliards prévus par le gouvernement pour le financement du plan d'assistance humanitaire d'urgence dédié à la crise anglophone. C'est un homme heureux que le ministre de l'administration territoriale s'est vu confier cette contribution. Et sur le théâtre de la crise anglophone, la tension n'est toujours pas retombée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, deux régions en proie depuis 2 ans à une crise socio-politique. Un gendarme et un policier ont été assassinés ces 2 derniers jours à Moutenguene, dans le sud-ouest, et à Bamenda au nord-ouest. Ces assassinats sont attribués aux activistes de la sécession des régions anglophones. À l'issue de violents affrontements qui ont opposé hier et ce vendredi les rebelles et les forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense a annoncé
la destruction d'une importante base terroriste dans le nord-ouest et les saisies des armes et munitions. Devant les sénateurs ce vendredi, Joseph Betty Assomoa fait le point de cette guerre contre les séparatistes selon le Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Ambiance électrique ce matin au port autonome de Douala. Des centaines de dockers sont descendus dans la rue. Ils ont paralysé les activités à la place portuaire. Ces dockers dénoncent des conditions de travail difficiles et le non-versement de leurs cotisations sociales. C'est à coups de gaz lacrymogène, matraque ainsi qu'armes blanches que les forces de l'ordre ont réprimé cette manifestation. On fait le point dans ce journal. Les gestionnaires étatiques dans le viseur de la Cour suprême, la juridiction, pointe un doigt accusateur sur ses responsables pour l'irrégularité de la tenue des comptes et ces manquements ont été portés à l'attention des députés ce vendredi à l'Assemblée nationale. En posture d'invité de ce journal, une légende de la musique camerounaise et internationale, Manouf Dibango, en séjour au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Atmosphère tendue ce matin au port autonome de Douala. Des centaines de dockers ont une fois de plus monté au créneau pour exprimer leur ras-le-bol face aux conditions de travail difficiles et le non-versement de leurs cotisations sociales. Ils ont saisi l'occasion de la visite du ministre des Transports dans la ville de Douala pour exprimer leur mal-être. On fait le point dans ce reportage de Warren The 2, Julien Berthe-Bissaï. C'est la débandade de Total au port autonome de Douala. Des dockers qui fuient les forces de l'ordre, venus les disperser. Ces ouvriers sont remontés au créneau pour exprimer leur mécontentement. Nous réclamons le contrat du travail, nos droits personnels. Mais un comme moi qui suis devant vous, je n'ai pas de salaire en tant que technicien. Et pendant ce petit salaire qu'il me donne, il me coûte 42 000 francs de taxes. C'est normal. Il y a beaucoup là qui n'ont pas de salaire. Moi, je suis technicien au bois. Voici 27 ans, je n'ai pas de contrat de travail. La sécurité sociale, je n'ai pas. Je ne sais pas là où je vais. Même mes primes, on ne me donne pas. Même mon argent, on ne me donne pas. Je dois donc faire comment? Oh là là, Cameroun, mon pays. En grève depuis l'année dernière, ils n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Depuis un an que nous avions greffé le 12 mai 2017 et on avait tiré nos 11 points, nos 11 doléances. Et dans les 11 doléances là, nous avions demandé le contrat de travail qui fait foi à un salaire de base. Nous avions demandé le TCE 2, nous avions demandé le taux horaire de 2000, nous avions demandé aussi le remplacement de la première catégorie à la deuxième catégorie à la carte unique qui donne foi à la troisième catégorie. On a suggéré tout cela dans la convention que nous avions révisée. Il y avait aussi la prise en charge de nos familles, il y avait l'assurance maladie de nos familles, il y avait aussi le 13e mois, il y avait aussi l'élargissement des champs d'action. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien perçu. Ces tensions entre frondeurs et forces de maintien de l'ordre ont failli virer au pire. Un docker a été blessé et les impacts sont encore visibles sur le site. L'action des éléments de la police a permis de calmer les esprits surchauffés. Précisons que toutes les tentatives pour rencontrer les responsables du port autonome de Douala n'ont produit aucun résultat. C'est une affaire à suivre. Et toujours dans la ville de Douala, une soixantaine de familles aux abois. Elles ont assisté ce jour à la démolition de leur maison d'habitation au quartier Ngodi-Akwa, précisément au lieu dit derrière cimetière. Plusieurs familles sont désormais sans abri à cause d'une querelle foncière entre un plaignant qui a brandi un titre foncier et des occupants qui contestent. Ces derniers ont donc été déguerpis de force. Écoutons à présent cette réaction de l'une des victimes au micro de Warren The 2. Le propriétaire, le papa même qui avait ce terrain, avait logé les riverains qui sont là depuis des années et
chaque maison payait 3 000 francs par mois. Voilà, 3 000 francs par mois et on vivait dans l'harmonie, il n'y avait pas de problème. Mais quand le papa est décédé, son fils a pris les rênes. C'est lui qui a commencé à détruire et à chaque fois qu'il venait, si tu mets un locataire peut-être dans une chambre de dehors, il voulait toujours que le locataire paye aussi les 3 000 francs, comme toi-même qui es propriétaire de la maison, tu dois payer les 3 000 francs. Bon, comme lui-même il a eu des problèmes, selon ce qu'on a dit, puisque lui-même on l'avait cassé un jour en plein midi. Et apparemment il a légué le titre foncier de ce terrain, il allait faire le prêt de 6 millions à un certain monsieur au nom de Samé. Et apparemment il a hypothéqué le titre foncier. Bon, ce problème est au tribunal, ça fait plus, je ne sais pas, ça fait 25 ans que c'est au tribunal. Il est bien vrai qu'on avait délibéré, mais on a encore fait un rappel pour qu'il dédommage les gens. Les gens étaient pour de partir, mais ce n'est pas comme ça qu'on devait les gaspiller. Donc il devait venir et dire que bon, quand vous avez perdu, que chacun quitte tout doucement. Et venir brutalement comme ça pour détruire les gens, il n'y avait personne qui faisait le bras de fer, puisque tout le monde était déjà au courant qu'un jour, on devait partir. Il fut dernièrement, ça fait, si j'ai bonne mémoire, 6 mois aujourd'hui, qu'il est venu, chacun était, il y a plusieurs qui sont partis. Mais ce n'était pas de cette manière qu'il surgit un matin, il y a des grands-mères là, il y a des mamans malades. Il apporte un angèle comme tel pour détruire des gens et toutes ces familles. Il devait, comme il a gagné le procès, on ne refuse pas, comme il dit qu'il a gagné le procès, il devait leur dire, bon, je vous donne au plus tard, peut-être 2 semaines ou 3 semaines, pour que vous libérez l'endroit. Mais la façon qu'il a fait, c'est... L'exportation, confrontée à une grave crise économique, ces pays de la sous-région peinent à reconstituer leurs réserves de change, malgré l'existence d'une réglementation sous-régionale et très peu de multinationales se plient aux injonctions de la CEMAC. L'objectif était également de mettre en œuvre des édits de réforme et convier pour la première fois les dirigeants des compagnies pétrolières à une réunion interministérielle sous-régionale dans la perspective d'accélérer la reconstitution des réserves de change de la CEMAC. Écoutons à présent cette réaction du président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Ona Ondo, au micro d'Equinox Télévision. Nous sommes là pour régler les problèmes. Je crois que la France ne s'est pas faite en un jour. Il en est de même pour les pays africains. On ne peut pas, par un claquement de baguette magique, faire en sorte que tout s'améliore d'un coup. Le principe est simple. Nous avons, les compagnies sont tenues de rapatrier des recettes d'exploitation. Conformément au règlement que nous avons édicté, même s'il y a libre convertibilité, libre transférabilité au niveau de la zone franc, elles sont libres. Elles doivent transférer les réserves. Ça nous arrangerait parce que ça permettrait de conforter les réserves de change dans la sous-région. Mais maintenant, vous savez que nous sommes des éducateurs. Il faut déjà passer le message. Nous sommes des éducateurs, que les gens sachent qu'il y a une loi qui existe. Il faut qu'ils se conforment à cette loi. Nous avons déjà au niveau de la CEMAC, nous sommes en train de voir le problème des PPP, partenariat public-privé, donc qui permettrait de concilier, de ne pas seulement avoir que le secteur public, de concilier le public et le privé, dans un cadre organisé. Donc c'est une piste qui est là. Nous faisons en sorte que les lois ne soient pas des lois qui empêchent aux entreprises de pouvoir s'implanter. Donc ce travail, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail de coup de baguette magique. Donc ce travail est en place et c'est dans l'intérêt de nos économies. La libre circulation a été actée par les chefs d'État à la conférence de Djamena. Donc elle est effective. Il y a eu un petit problème. Et je crois que c'est ça auquel vous faites allusion. Nous sommes en train d'y remédier. Je crois qu'il faut éviter d'invectiver les États. Ce sont ces États qui ont accepté la libre circulation. Je crois que c'est une des avancées considérables de l'intégration sous-régionale. Et effectivement, il y a encore des scories, il y a encore des petits problèmes. Quand vous allez sur la route, vous allez trouver ce que vous appelez ici les mange-mille qui continuent à harceler les commerçants. Je crois qu'il faut remédier. Là aussi, il faut éduquer les gens. Qu'un Camerounais ne soit pas mal vu au Gabon, qu'un Gabonais ne soit pas mal vu en République africaine, qu'on s'accepte mutuellement. Il y a des pays qui ont déjà des passeports CEMAC. Nous faisons en sorte que tout le monde puisse disposer d'un passeport CEMAC.
L'actualité sportive à présent, comment développer et rendre véritablement professionnel le football camerounais. La question préoccupe la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Le 12 mars dernier, la LFPC a signé un mémorandum d'entente avec la Liga Espagnola en vue de booster le professionnalisme au Cameroun. 3 mois après donc la signature, le mémorandum a été officiellement présenté au cours du